La Turquie, siège autrefois de 3 empires, les plus grands et les plus importants que le monde ait jamais connus, s'étend actuellement sur 2 continents et est considérée comme leur porte d'entrée. On trouve des ruines de son passé noble et ancien à côté de boutiques et d'hôtels modernes. Voyage au cœur des grandes civilisations, l'Empire ottoman. Les gouvernants ottomans de la Turquie et du Proche-Orient ont laissé un héritage au point de vue monuments et culture qui allait durer aussi longtemps que celui des Romains et des Grecs. Le règne, haut en couleur des Ottomans, engloba les époques de conflits connues sous le nom de croisades, les grandes migrations de Seljouks turcs, la période allant de leur domination sur la plus grande partie du monde connu aux grandes révolutions du XIXe siècle et la fin de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale. Mais avant que les peuples connus sous le nom d'Ottomans soient devenus prééminents, il existait déjà de grandes civilisations dans la région connue actuellement sous le nom de Turquie. On pense que la fabuleuse ville de Troie, site des légendaires guerres de Troie décrites dans l'Iliade d'Homère, se trouvait à Troas, dans l'Anatolie turque. Cette région s'est trouvée non seulement au cœur de l'histoire grecque, mais a également maintenu des liens étroits avec la Rome impériale. Après la division de l'Empire romain entre l'Est et l'Ouest au IIIe siècle après Jésus-Christ,
l'empereur Constantin fonda Constantinople, devenue aujourd'hui Istanbul, sur le site de l'ancienne ville de Byzance. Et cette ville hérita le sceptre de Rome en tant que capitale de l'Empire byzantin lors de la chute de Rome en 476 après Jésus-Christ. L'Empire byzantin allait se maintenir près de 1000 ans et n'allait être renversé que par la puissance des Ottomans. L'État ottoman fut fondé par Osman, un guerrier ghazi qui gouverna au cours du premier quart du XIVe siècle un petit État frontalier de l'Anatolie occidentale. L'origine de cet État se trouvait dans les steppes de l'Asie centrale, où vivaient les Turcomanes, tribus nomades. Ces tribus entrèrent dans l'histoire comme des réfugiés, fuyant vers l'ouest devant l'avance des hordes mongoles en migration. La tribu des Osmani, qui devait succéder à l'Empire ottoman, n'était que l'une de ces tribus guerrières fuyant du Turkestan vers l'Asie mineure, mais devait être celle qui l'atteindrait et qui gouvernerait de manière ininterrompue pendant les 600 années suivantes. The archetypal classic formation is that it was a Ghazi state. It was a state founded by and extended by Ghazis, by fighters for the Islamic faith on the frontiers of the Islamic world and against Christendom. Beyond that, one can speak certainly of the Ottomans, I won't say belief in themselves, but their ability to profit from the divisions of their neighbours, particularly in the formative period of the 14th and 15th centuries. Firstly, they did occupy a central position against other Turkish Turkoman principalities in Anatolia to their rear on the one side, and against the politically, socially fragmented Balkan, medieval Balkan world on the other. They conquered in the Balkans in the 15th century, not as Muslim conquerors, but as equal part players in the great Balkan game of politics and state relations. It's a great mistake to look back and see with the eyes of the 20th century, the Ottoman Turks on the one side and the Serbs and the Bosnians on the other. Bosnian rulers of this period, the Serbian rulers of this period, married into the Ottoman dynasty, formed alliances with them in order to bolster their own positions, but in the end were overtaken by the better players and the stronger elements. After that, after 1453, then you have a classic, I would say almost universal Islamic empire forming itself. La vie de ces tribus ghazis reposait principalement sur la guerre et le pillage. Et après avoir enlevé l'important centre musulman de Bagdad en 1055 après Jésus-Christ, ces tribus avancèrent à l'Anatolie occidentale en rasiant les terres qui appartenaient au puissant empire byzantin. Vers le milieu du XIIIe siècle, l'Anatolie occidentale était presque entièrement dans les mains des émirs turcs ghazis. Osman profita des faiblesses inhérentes de Byzance et s'assura un butin en rasiant le territoire chrétien. D'autres ghazis se joignirent à lui et son empire s'agrandit. L'une des plus grandes conquêtes d'Osman en Anatolie fut la capture de Bursa, la capitale de la province, par son fils Orhan. Cela permit aux Ottomans de contrôler les systèmes administratifs, financiers et militaires byzantins et d'étendre ainsi la tradition ottomane par la force aux dépens des États chrétiens en déclin. Vers 1400, à la suite des conquêtes ottomanes, seules la Macédoine et la Thrace se trouvaient sous la domination directe de l'Empire byzantin, et l'Empire était devenu lui-même un vassal ottoman. Tout ce qui restait à faire à présent était de conquérir la capitale, Constantinople.
La transformation de la principauté ottomane en un vaste empire couvrant l'Europe du Sud-Ouest, l'Anatolie et le monde arabe se réalisa au cours des 3 grandes campagnes qui eurent lieu entre les XIVe et XVIe siècles, dont la plus importante fut la mise à sac de Constantinople en 1453. After 1453, then you have a classic, I would say almost universal Islamic empire forming itself, which has a brilliantly organized set of armed forces, powerfully based institutional structure which would support it, a tax base which is equal to the demands that the Ottoman war machine imposed on it, and a series of incomparably brilliant rulers following one after the other right through until the end of the age of expansion, at the end of the classical age, the end of the 16th century. Après des campagnes couronnées de succès qui s'étendirent jusqu'au Danube, le sultan Mohamed II, connu plus tard sous le nom de Conquérant, affirma à ses ministres que l'Empire ne serait jamais sûr tant qu'il ne serait pas dans les mains des Ottomans. Il captura la capitale byzantine et lui donna son nouveau nom d'Istanbul. Il couronna les collines de mosquées et de palais, comme le célèbre palais de Topkapi, qui domine encore aujourd'hui la ville moderne d'Istanbul. La capture par les Ottomans de l'ancienne capitale byzantine provoqua la terreur et l'incrédulité de l'Europe chrétienne. L'islam avait maintenant pied en Europe, aussi bien qu'en Asie. Cependant, d'autres conquêtes réalisées au cours du XVIe siècle permirent à l'Empire d'empiéter encore davantage sur le territoire chrétien jusqu'au moment où il atteignit son apogée sous le règne de Suleiman le Magnifique. The achievements of the Ottoman Empire were enormous. They possessed the most organized, well-equipped, efficient army of the time, which led to the expansion of the state, and they were the most powerful empire of their age. To give you some idea of the extent of the empire, they ruled over all of modern-day Eastern Europe, as well as Syria, Lebanon, Egypt, Libya, Tunisia, and Algeria. They were the larger and most powerful than any other empire at the time, and they put fear into the minds of Christian Europe. Within the empire itself, in Suleiman's time, it was the most advanced state in the world. The cities were large, they were well drained with libraries, universities and so on, and the state was organized. The bureaucracy was strong and managed to efficiently organize a population of more than 20 million. Which was large for the 16th century. There was very little uprising in the Ottoman Empire, and it was relatively stable. L'apport des terres arabes transforma les Tagazi en un califat islamique. Suleiman fut connu sous le nom de protecteur des villes saintes, Médine et la Mecque, fut appelé le Padisha, le Shah des Shahs. La flotte turque était considérée comme la plus puissante de la Méditerranée et rivalisait même avec la flotte vénitienne. Deux siècles de conquêtes continues et d'expansion avaient fait de l'Empire ottoman le plus grand de 100 ans. L'armée du sultan était bien équipée et portait l'armure ottomane qui était renommée pour la protection du travail du métal dans toutes les armées chrétiennes européennes.
La société de l'Empire ottoman était fermement soumise au sultan, qui possédait un pouvoir absolu sur tous les hommes et toutes les ressources de son empire. L'autorité suprême reposait sur un seul homme. Dans l'Empire ottoman, le système de succession était inhabituel parce qu'il ne dépendait pas du droit d'aînesse, mais était considéré comme se trouvant dans les mains de Dieu, qui décidait quel était le fils qui devait succéder à son père. Au cours des 15e et 16e siècles, les jeunes princes âgés de 12 ans étaient envoyés dans des régions éloignées de l'Empire afin d'y apprendre les secrets du gouvernement d'une province, et c'était souvent le premier fils qui revenait à Istanbul à la mort du sultan qui héritait son titre. Mohamed le Conquérant rédigea une loi sultanique séculaire sur le fratricide, le kanun, qui avait pour origine une vieille coutume turque. La première tâche du nouveau sultan devint celle d'organiser l'exécution de ses frères. Cette loi avait pour objectif d'assurer la stabilité en créant une ligne de succession unique, ce qui permettait d'éviter ainsi toutes les luttes fratricides. A combination of strong rulers and a strong institutional substructure to the state in terms of bureaucracy, in terms of the military forces, in terms of the social structure, complemented and went with this pattern of strong rulers, which is a pattern that is almost unique in Middle Eastern history in the late medieval, early modern period, over such a long continuum of time of 2.5+ centuries. Thereafter, once you pass into the era from the late 16th century, what we might call weak or incompetent sultans, then the substructure, the institutional structure of the state, of the bureaucracy, even of the military forces, which themselves undergo a revolution at this time and change out of virtually all recognition from what they had been in the classical period, this continues, this holds together. And I would single out in this particularly the financial bureaucracy, the least visible part to outside observers, but by far the most significant, I think, in holding the empire together, in raising revenue, in devising stratagems for the state's survival and continuance through the 17th and the 18th centuries. La société ottomane était divisée en secteurs clairement définis et en termes simples. On peut appeler ces deux groupes les gouvernants et les gouvernés. On les appelait en turc les askéris et les rayas, ce qui littéralement traduit signifie les militaires et les sujets. L'épine dorsale des askéris était constituée par les devsermis, de jeunes paysans chrétiens recueillis sous forme d'impôts dans les villages de l'Empire. On les emmenait au palais de Topkapi à Istanbul et ils ne revoyaient plus jamais leur famille. Ils subissaient un entraînement long et difficile et étaient soumis à une discipline sévère. Cette éducation signifiait leur conversion à la foi islamique, savoir lire et écrire le turc, l'arabe et le perse, et, ce qui était le plus important, une obéissance et une loyauté totale à l'égard du sultan. Cela était de la plus haute importance, et tous les devsermis devaient apprendre que la plus grande faveur du ciel à leur égard était de mourir au service du sultan. Les devsermis constituaient un corps extrêmement loyal de spécialistes très formés, sans liens familiaux et consacrés au service du sultan. Malgré leur statut d'esclaves, ils jouissaient d'une richesse et d'une puissance immense en tant qu'élite de la classe gouvernante ottomane. Les garçons les plus intelligents et les plus capables étaient sélectionnés pour servir dans le palais du sultan, dans son cercle le plus intime, et recevaient une formation spéciale supplémentaire. Les meilleurs faisaient partie de la suite personnelle du sultan, et leur nombre ne dépassait jamais 39. C'était là le rang le plus élevé que pouvait atteindre un devsermi, à part celui de grand vizir, qui était choisi parmi ces 39 devsermis et devenait le bras droit du sultan.
La plupart des devsermis, dont on recrutait jusqu'à 3000 d'une seule fois, abandonnaient les confins du palace pour assurer des services extérieurs et devenaient les instruments des gouverneurs principaux, des janissaires, la garde montée du sultan. Les janissaires, officiers de l'armée, occupèrent une place importante dans cet empire ottoman en expansion constante. Ils provenaient à l'origine de la part qui revenait au sultan des prisonniers de guerre capturés lors de la prise d'Andrinople en 1369, puis ils devinrent la base de l'armée permanente ottomane. Les armées chrétiennes européennes en avaient extrêmement peur, et il est certain que les janissaires, qui étaient bien équipés et bien organisés, furent à la source du succès des conquêtes ottomanes. Malgré le fait qu'ils menaient une dure vie de célibataires et qu'ils étaient mal payés, ils étaient très puissants. Ils étaient chargés de préserver les droits des musulmans et n'avaient à répondre de leur action que devant le sultan. Ils constituaient les troupes loyales au sultan et, du temps de Suleiman, ils atteignirent le chiffre de 14 000 hommes et jouèrent un rôle important dans cet empire en expansion constante. Pour ceux qui étaient nés musulmans, le seul chemin vers la classe gouvernante des Askéris était de faire partie de l'ouléma, l'institution savante. L'ouléma était constitué par des hommes instruits, éduqués dans les institutions musulmanes, et fournissait à l'Empire ottoman ses savants, ses professeurs, ses avocats et ses juges. Sa mission était de propager la foi islamique à l'intérieur de l'Empire et de faire respecter les lois et l'enseignement religieux. La qualité de membre de l'ouléma comportait l'avantage d'être exempté d'impôts, mais n'entraînait pas la même autorité et le même prestige que ceux détenus par les devsermis. Sous la classe dominante des Askéris se trouvaient les rayas, la classe productive de la société ottomane, parce qu'elle était à l'origine des impôts qui entretenaient l'aristocratie. Plus précisément, les rayas étaient les sujets musulmans qui payaient des impôts, mais étaient méprisés par les Askéris. Il s'agissait en général de paysans pauvres et illettrés, qui ne pourraient jamais aspirer à devenir des Askéris, car on estimait que la division entre ces deux classes devait être absolue. Les Askéris défendaient jalousement leur position privilégiée et comptaient sur le sultan pour maintenir la ligne de division entre eux et le reste de ses sujets. Les rayas étaient en outre maintenus encore plus à l'écart des Askéris par des lois qui réglementaient leur manière de s'habiller et les empêchaient de monter à cheval ou de porter des épées. Plus bas encore que les rayas se trouvaient les zimmis, qui constituaient la couche la plus basse de la société ottomane. Il s'agissait de paysans non musulmans ou de nomades errants qui étaient encore plus désavantagés par le paiement d'impôts supplémentaires. In Ottoman society, the state and the sultan were the most important. The extension of Islam was the primary concern, so it didn't matter who a person was or where they came from. More, it was a person's usefulness to the continuation of the state that was important. So members of the army were important because they defended the empire and extended it further. Even the peasant was important because he provided food. It didn't matter, he was only a peasant. And it didn't matter what religion he was, so long as he didn't directly contravene the Muslim faith. The only people who were really looked down on were the gypsies and nomads, because they offered absolutely no contribution to the state or society. La religion était un facteur important de la vie ottomane. L'Empire ottoman représentait quelque chose d'inhabituel à son époque, parce qu'il pratiquait une grande tolérance religieuse. Bien entendu, la plupart de ceux qui vivaient dans l'Empire étaient des musulmans de naissance ou à la suite de leur conversion, mais il existait également des minorités assez importantes de chrétiens orthodoxes, de juifs, d'arméniens et autres.
c'est uniquement contre l'Église catholique romaine qu'était pratiquée une discrimination active. Les différentes religions étaient organisées en communautés légalement reconnues, appelées millets, et leurs membres étaient libres de vivre selon leurs coutumes et leurs traditions religieuses, à condition de ne pas s'opposer à l'État. The Ottoman state was a multi-confessional, multi-ethnic polity. The religion of the ruling class of the dynasty was Islam, Orthodox Sunni Islam, although again in the early days of the state's history tending at times towards heterodoxy, which was later vehemently denied. The subject population was entirely mixed. Again, in the first century and a half, there's no doubt that the majority of the population of the empire was non-Muslim, particularly in the Balkans. Later, through migration, through conversion, and through particularly the conquest of the so-called Arab provinces, Egypt, Syria, and later Iraq, parts of the Hijaz and Arabia in the 16th century, first half of the 16th century, the balance swings much more towards the Muslim component of the empire, demographically speaking. The status of the non-Muslim population was governed by Islamic and by customary law. To put it at its crudest, they had certain disabilities which affected their taxable status, their position in society, their inability to marry. For example, a Muslim Ottoman subject could marry a Christian woman, but vice versa could not, and various other disabilities, which varied from century to century, and from really from reign to reign in many cases. Néanmoins, malgré cette indulgence religieuse, la foi islamique était protégée de près à l'intérieur de l'Empire par la Sharia, la loi sacrée islamique. La Sharia était très importante dans la vie musulmane et constituait peut-être le seul frein à la puissance du sultan. Même l'expansion de l'Empire résultait en fin de compte de la Sharia. Il était écrit dans le Coran qu'il fallait considérer comme un devoir sacré d'étendre le territoire musulman, la demeure de l'islam, dans les pays non musulmans, territoire de guerre. The daily life of all members of the Ottoman society were based around religion, and that was mainly because the enforcement of the Sharia, the Islamic law. The following of the Sharia was considered to be of even more importance than loyalty to the Sultan. The day was regulated by prayers to Mecca. In effect, the call of the mosque would become the clock, and everybody would take out their prayer mats, face to the east, and pray at least 4 times a day. The following of this regime was very important. It must be remembered, though, that not all inhabitants of the Ottoman Empire were Muslims, and there was considerable leniency towards non-Muslims. Of course, the teachings of the ulema tried to convert as much of the population as possible to Islam, but those who wished to remain true to their own faith weren't persecuted, as they were in other countries at this time. With the accession of Mehmet II, so-called the Conqueror, Mehmet Fatih, in 1451, we can then start talking about a sultanic absolutism. Although even there, despite the power of the ruler, despite his absolute power over his own household, his own men, his servants, the kullar, power of life and death, and despite his unchallenged role as ruler of the state, he was still limited by the exigencies of Islamic law, by the Sharia, by customary law to some degree too, as to what he could and could not do. En fin de compte, pendant la haute période turque, qui alla de 1453 à 1600, la vie de famille était simple. Il y avait peu de familles puissantes, parce qu'il n'existait pas d'aristocratie héréditaire, et le chef de famille jouissait d'une autorité absolue sur toutes les générations qui se trouvaient sous son toit, qui pouvaient parfois être au nombre de 2 ou de 3.
Aucun membre de la famille ne pouvait manger avec le maître de maison s'il n'y était pas invité, et personne ne pouvait prendre une bouchée avant qu'il n'ait commencé à manger. Les enfants ne pouvaient même pas s'asseoir dans la même pièce sans sa permission. Le respect des anciens était très important dans la société ottomane, à tel point que le fait de désobéir à ses parents était considéré comme un crime aussi grave que le meurtre ou la désertion. La mère exerçait son autorité sur les femmes de la famille et sur les enfants mâles jusqu'à leur circoncision, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 7 ans. Les femmes étaient des êtres très secondaires dans la société ottomane, comme dans le reste de l'Europe à cette époque. On décourageait les femmes de sortir de la maison, et si elles le faisaient, elles devaient être de retour avant le coucher du soleil. C'était la mère qui devait organiser le mariage sans fils. Les enfants étaient très désirés et la stérilité considérée comme la pire des malédictions pour une femme. La mère organisait le mariage de son fils en se rendant dans la maison d'une épouse potentielle. Et si celle-ci lui convenait, elle parlait avec la mère de la jeune fille des possibilités de mariage. La mère de la jeune fille ne posait que rarement une objection et était enchantée que sa fille se marie aussi vite que possible, comme elle l'avait prévu dès sa naissance. Les jeunes filles se mariaient généralement à l'âge de 12 ans. Ni la future mariée ni son fiancé n'avaient quoi que ce soit à dire sur la personne qu'ils allaient épouser, et souvent ils ne se rencontraient qu'après la longue cérémonie du mariage. Dans la société ottomane, les hommes pouvaient avoir jusqu'à 4 épouses en même temps, plus des concubines, à condition de les faire vivre dans des maisons séparées, alors qu'une femme ne pouvait avoir qu'un seul époux. Dans le même ordre d'idées, un homme pouvait divorcer avec sa femme en lui disant simplement « je veux divorcer ». Mais il était presque impossible pour une femme de divorcer avec son mari sans le consentement de celui-ci. Dans l'Empire ottoman, les hommes portaient des vêtements très soignés, constitués par des pantalons bouffants, une chemise et un dolman et une écharpe au-dessus de la ceinture. S'ils étaient riches, ils portaient un cafetan avec des socques en cuir, des babouches et un turban. La barbe n'était pas obligatoire, mais à cette époque-là, la plupart des hommes la portaient. Les vêtements des femmes dépendaient de leur statut social. Les paysannes portaient des pantalons longs et une longue tunique et allaient normalement pieds nus. Les femmes d'une classe sociale plus élevée portaient des vêtements plus élégants, c'est-à-dire un pantalon recouvert d'une tunique en gaze fine bordée de broderies, un gilet à manches longues, serré et boutonné, et un cafetan ajusté tombant jusqu'aux chevilles, serré par une ceinture. Les femmes portaient autant de bijoux que possible, en général tout ce qu'elles possédaient, et les pauvres mettaient dans leur foulard des monnaies d'or, qui représentaient toute la richesse de la famille. Le commerce était extrêmement important dans l'Empire ottoman. In the first place, I think it would be correct to say that the Ottoman Empire, as it developed, became a command economy. Prices were set centrally. What could be imported and exported was controlled centrally, and the state took care to provide facilities, protection, safe conduct for merchants coming into the empire from outside. Originally, it was a grant of privileges from the Sultan to what were seen as weaker and inferior external elements, who would bring in commodities needed for trade, for example, lead and tin from England at the time of the First Elizabeth, which were very valuable as munitions of war for the Ottomans in their warfare in Central Europe. And of course, there was also an export trade, which developed only really, I suppose, in the later 18th century into a commodity export trade, as one would understand it in terms of European imperialism. Tobacco, cotton, later from Egypt, of course, and the like. The trade routes themselves were old
pre-Ottoman roots and extensive. Within the Ottoman Empire, main trade routes running from Istanbul, also from Bursa, which was the center of the silk trade, across Anatolia to Persia and further east. In the Balkans, from Istanbul up the western side of the Black Sea, towards Poland, towards the Crimea, towards ultimately Muscovy, source of furs, source of slaves. Mercantile trade routes round through the Aegean into the Mediterranean, particularly to Venice. Ottoman-Venetian relations in this context, and before that, particularly Ottoman-Genoese relations of great significance. La conquête des Balkans ouvrit de nouvelles routes terrestres à l'importation des marchandises européennes, tandis que les produits de luxe comme le coton, la soie, les épices, le riz, le sucre et le savon étaient importés de l'Est. La position de la Turquie sur la route de la soie vers la Chine permit à l'industrie textile de prospérer, et ce pays est encore renommé pour la fabrication de ses tapitures. Cette fabrication commença tout d'abord comme une activité artisanale, puis se transforma en un art technique très développé. Lorsque des échanges culturels plus importants s'établirent entre les villes, et grâce à l'expansion ottomane en Azerbaïdjan et en Égypte, les tisserands turcs adoptèrent de nouvelles couleurs et de nouvelles techniques. Les teintures rouges végétales de la Perse donnèrent aux tapis turcs leur couleur caractéristique et devinrent un secret soigneusement gardé. Mais ce fut la combinaison des motifs perses noués, de la laine soyeuse égyptienne et des dessins traditionnels turcs qui permit d'atteindre l'apogée de l'art ottoman. Ces tapis portaient des dessins de feuilles ondulées, de rosaces, de vrises et de fleurs naturalistes. Tous les tapis comportaient une petite erreur délibérée, peut-être un petit nœud blanc qui empiétait sur une autre couleur. Cela était destiné à éloigner le mauvais œil qui, comme le prétendait la légende, s'en prenait aux objets parfaits. Le plus grand centre de la soie de l'Empire fut Bursa, et au fur et à mesure qu'augmentait la demande de tapis, ce commerce prospéra dans tout l'Empire. Néanmoins, alors même que l'Empire ottoman était à l'apogée de sa splendeur artistique et de ses triomphes militaires, des fissures commencèrent à annoncer son déclin. The problems that the Ottomans faced by the late 16th century were highly complex. Firstly, the dynasty itself, a distinct decline in the quality of rulership after the end of the reign of Suleiman, which can be traced back, I think, very much to problems within the imperial family in his reign, which had ultimately a very deleterious effect on the succession, and for the first time ensured that the most capable sons of a sultan were not in the frame to compete for the throne. When he died, they'd already been liquidated by their father in the face of real or imagined evidence of plots against him. So that's the first element, at least, is certainly dynastic. The second element, I think, is much more difficult to be precise about. But I think there's at least some evidence to suggest that militarily, from the late 16th century, the Ottoman military machine ceased to be as effective as it had been in the previous 2 centuries, for reasons which, again, are difficult to compress. Partly, one could say the empire was too large. It had been the victim of its own success. Its frontiers were now against Austria, in Persia, in the Caucasus, on the Red Sea, in the Persian Gulf, against Saharan Africa, in the Mediterranean, against Spain. And it was simply, I think, given the basic logistics of communications, of military communication, of the length of campaigning season, and of the centralized authority pattern of command within the empire,
that campaigning became ever more expensive and ever less profitable. It's, I think, too much to say, as was always said with great certainty, that the influx of Spanish silver from the New World into the Ottoman economy at the end of the 16th century effectively had an inflationary effect which wrecked the whole governmental structure. But there was inflation. The akçe, the basic coin of account, which had existed more or less unchanged in weight, or with very little diminution in weight, from 1300 until 1566, began to be depreciated and debased. Foreign silver did flood in. Ultimately, the Dutch lion dollar was a very important article of import. The economy did collapse, the coinage did depreciate, salaries of officials did in effect have less and less purchasing power, and again the structure began to unravel as a result of that. The Ottoman Empire began to lose those elements in its constitution which had made it unique and which had made it apparently invulnerable. As generation gave way to generation, so elements of the classical structure fell away, were lost, were forgotten, were changed out of mind, until at the end people had only a memory of what they thought had been. I think the history of the Ottoman Empire in the later 18th and the 19th century is the history of an attempt by the empire to reinvent itself on very different terms from what it had been, while the dynasty, of course, continued to exist right throughout the period. Dynastic continuity, yes. Institutional continuity, not at all. The countries of Western Europe began to advance during the 18th century and 19th century with the Industrial Revolution. But unfortunately, the Ottoman Empire didn't advance at the same extent, and they got left behind. They began to import manufactured goods from Europe, and their own industries fell into decline. As the European countries grew in power, they reconquered the land that the Ottomans had taken from them. And by the late 19th century, this resulted in arguments over the Balkans, which Turkey became embroiled in. Even before the First World War, the damage to the empire was irreparable. L'arrivée du XXe siècle et les dévastations causées par la Première Guerre mondiale entraînèrent finalement l'effondrement de l'Empire ottoman. Après avoir perdu tous les territoires qui lui restaient et avoir été réduit à la péninsule d'Anatolie, l'État turc moderne fut créé sous la direction de Kemal Atatürk.